Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, l'opprobre en plus de l'amende. Pour lutter contre la fraude fiscale, le gouvernement veut publier les noms des grands fraudeurs, entreprises et particuliers. La crise du lait contaminé va coûter cher à Lactalis. Plusieurs centaines de millions d'euros. Nicolas Barret des Échos a rencontré le PDG de Lactalis, Emmanuel Beignet, l'un des patrons les plus secrets de France. Les abonnés des box Orange, privés de TF1 et de toutes ces chaînes en clair. Il y a eu un désaccord financier, on vient de l'apprendre. L'agitation va-t-elle prendre dans les lycées? Un appel au blocage lancé pour aujourd'hui contre la sélection à l'université. Dans ce journal, Alain Juppé qui ne sait plus bien s'il est encore de droite, la Corse qui prépare la visite d'Emmanuel Macron et l'Amérique ravagée par les overdoses aux opiacés, héroïne et dérivés. Près de 200 morts par jour. Ce sera l'enquête du 8h avec Xavier Yvon. 8h15, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, les fraudes, le pouvoir d'achat et l'affaire Gallet. Le patron de Radio France démit de ses fonctions. Balance ton fraudeur, on ne sait pas si ce sera plus dissuasif que l'amende ou les poursuites, mais le gouvernement veut s'inspirer du name and shame qui a cours dans les pays anglo-saxons, nommé pour faire honte, idée dévoilée à l'Assemblée par le Premier ministre Édouard Philippe. Nous souhaitons faire en sorte que les fraudes les plus graves voient les peines et les sanctions prononcées publiées. Il faut, dans le cas d'un fraudeur, et d'un fraudeur, encore une fois, il y aura des seuils, il y aura une discussion parlementaire. Mais pour des infractions graves, il faut que le peuple sache qui cherche à s'exonérer des obligations fiscales légitimes qui sont à la charge de chacun. Des propos confirmés ce matin par le ministre Gérald Darmanin au Figaro. Emmanuel Dutheil, cela vaudrait à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. Oui, les condamnations des fraudeurs pourront être publiées dans la presse nationale, régionale ou sur Internet. Vous savez, un petit peu comme ces condamnations que l'on retrouve souvent pour atteinte à la vie privée d'une star dans la presse People. Impossible de les rater. Alors les modalités restent à définir. Si le juge a bien le pouvoir de le faire, le secret fiscal jusque-là empêche les agents du fisc de l'utiliser. Mais montrer du doigt de cette façon les fraudeurs et notamment les entreprises peut faire très peur. On imagine la mauvaise publicité. Mais le plus dur comme toujours, c'est de détecter la fraude. Les entreprises ou les particuliers qui la pratiquent sont très organisés et là-dessus, les moyens vont être mis. Le gouvernement promet d'investir des millions d'euros pour mieux analyser les données en détectant mieux ce qui semble clocher dans une déclaration. Ils vont recruter du coup des spécialistes de l'exploitation des données informatiques. Bercy va se doter d'une police fiscale. Ce plan devrait être bouclé au printemps. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Les Chibani ont gagné contre la SNCF après un très long combat. La Cour d'appel de Paris accorde aux 848 cheminots marocains embauchés par la compagnie dans les années 70 jusqu'à près de 300 000 euros par salarié en reconnaissant une différence de traitement. La SNCF, qui avait déjà perdu devant les prud'hommes en 2015 et qui avait fait appel, réfléchit à un éventuel pourvoi en cassation. 150 personnes évacuées et relogées la nuit dernière près de Rouen à cause de la crue de la Seine. 11 départements restent ce matin en alerte orange inondation. La politique ce matin, c'est Alain Juppé qui fait un pas de plus en direction d'Emmanuel Macron. Dans une interview à la RTS, la télé suisse, le maire de Bordeaux ne rejette pas l'idée d'une alliance avec la majorité pour les européennes de l'an prochain. En tout cas, son discours, son raisonnement sont maintenant quasi identiques à ceux du président. Écoutez cet extrait avec du « en même temps » à l'intérieur quand on demande à Alain Juppé s'il est encore de droite. Je réfléchis souvent à cette question. Je crois que les notions de droite et de gauche n'ont pas totalement disparu. Je crois que l'homme de droite, il est d'abord viscéralement attaché à l'idée de liberté individuelle, finalement à l'initiative privée. Je crois que le progrès, il vient de là. Mais en même temps, je récuse complètement l'idée que la droite est insensible à la question sociale. En ce sens, pardon, ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire passer à une autre époque, ça vous plaît? Oui, il le fallait. D'ailleurs, les Français l'attendaient. Et s'il a gagné, c'est parce que les Français l'attendaient. Et je crois qu'un peu partout, il faut changer effectivement de génération. C'est un homme intelligent. Il a une vision des choses que je partage en grande partie. Voilà, et je souhaite qu'il réussisse. Alain Juppé avec Darius Rochebin de la RTS. Emmanuel Macron en Tunisie. En Corse, dans quelques jours, pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Mais en Corse, aujourd'hui, c'est un ancien chef clandestin qui fait la une. Charles Piry, 68 ans, 2 fois condamné pour malversation financière en lien avec une entreprise terroriste et qui passe pour être le mentor de la majorité au pouvoir sur l'île de Beauté. Piry, dans une interview à Corse Matin, ne dément pas avoir dirigé le FLNC. Il parle de fantasme à propos de son influence politique, mais il se félicite que l'assassinat de Claude Erignac n'ait pas entaché, je cite, la réalité et la crédibilité du mouvement national. Voilà l'un des contextes de cette visite présidentielle pour laquelle Emmanuel Macron vient de rencontrer
la veuve du préfet Dominique Erignac. C'est une info Europe 1, William Galibert. L'entrevue privée n'a pas été inscrite à l'agenda officiel du président. C'était à l'Élysée en début de semaine. La silhouette fine et élégante de Dominique Erignac, accompagnée de ses 2 enfants, Christophine et Charles-Antoine. C'était un moment intime, commente sobrement l'Élysée. Avant sa visite, le président voulait avoir ce geste, cette attention envers la famille, précise un proche du chef de l'État. Depuis leur victoire aux élections territoriales, les nationalistes corses accentuent leur pression sur l'exécutif. Dans ce contexte, et 20 ans après l'assassinat, la symbolique de cette rencontre parle d'elle-même. Emmanuel Macron, candidat, avait évoqué des évolutions possibles pour l'île, mais Emmanuel Macron, président, est très clair sur ses lignes rouges. L'amnistie des prisonniers ou la reconnaissance de la langue corse comme officielle, le président ne veut pas en entendre parler. Dominique Erignac, dont les apparitions publiques sont extrêmement rares, a déjà eu l'occasion de dire qu'elle était très choquée, notamment par les demandes d'amnistie. Elle n'a pas encore fait savoir si elle se tiendrait aux côtés du chef de l'État à Ajaccio pour les commémorations du 6 février. William Galibert du service politique d'Europe 1. Des actions d'agriculteurs cette nuit dans la région de Brest. Remorques entières de détritus déversés sur les parkings de grande surface. Aucune interpellation, alors que le gouvernement venait de présenter son projet censé mettre fin à la guerre des prix. Au même moment, le très secret patron de Lactalis accordait une interview au journal Les Échos pour annoncer qu'il avait décidé de fermer définitivement l'unité de production qui avait été contaminée au salmonelle. Nicolas Barret, vous y étiez. Vous avez donc rencontré pour la première fois Emmanuel Beignet. Exactement, et il nous fait cette révélation, la bactérie responsable des problèmes est la même que celle qui avait été identifiée en 2005 sur ce site avant que Lactalis ne le rachète. La bactérie était restée confinée dans les infrastructures de l'usine sans être repérée pendant tout ce temps-là et du coup, nous dit-il, on ne peut pas exclure que des bébés aient consommé du lait contaminé sur cette période, donc entre 2005 et 2017. Comment explique-t-il qu'on n'ait pas détecté la bactérie malgré les contrôles ? Il dit avoir des doutes sur la fiabilité des tests réalisés par un laboratoire extérieur. Nous avons du mal à comprendre comment 16 000 analyses réalisées l'an dernier ont pu ne rien révéler. La leçon est claire, Lactalis va devoir revoir ses procédures de contrôle. Emmanuel Beignet estime que cette affaire va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, sans parler de l'image de ces marques qui en souffrent, jusqu'au bout du monde, en Chine par exemple, où le groupe breton va devoir batailler pour récupérer ses agréments à l'exportation. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. Il est 8h08, Patrick Cohen. On l'a donc appris il y a quelques minutes, dès aujourd'hui, Orange n'est plus autorisé à vendre les chaînes du groupe TF1 à ses abonnés, donc à les diffuser, ces chaînes. Eva Rock, spécialiste média d'Europe 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si vous disposez d'une box Orange, vous risquez dans les heures qui viennent de vous retrouver avec un écran noir pour les chaînes du groupe TF1. Et ce n'est pas anodin parce que les clients Orange représentent 25% de l'audience cumulée de TF1 en France. Si vous ajoutez TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI, on n'est pas loin des 30% d'audience. Alors en fait, depuis 22 mois, TF1 était en négociation avec l'opérateur. Gilles Pélisson, le patron du groupe audiovisuel, avait en effet décidé de revoir les modalités des contrats avec les différents opérateurs, leur demandant de payer la diffusion de ces chaînes au motif en fait qu'elles constituaient des produits d'appel fort pour les abonnés. Avant-hier, un accord avait d'ailleurs été trouvé avec Bouygues. Ce n'est pas le cas avec Orange. TF1 a donc demandé à l'opérateur de cesser la vente de ces chaînes. Vous pouvez avoir un message d'erreur en ce moment même sur les chaînes du groupe TF1. On le voit, y compris sur les mobiles, sur les smartphones, il y a des messages d'erreur. Voilà, ça concerne aussi tout ce qui est numérique. Et TF1 entend évidemment utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits. Merci Eva Rock, spécialiste média d'Europe 1. Les Américains sont les plus gros consommateurs au monde d'opiacés, c'est-à-dire d'héroïne et de ses dérivés. Et Donald Trump en a parlé hier devant le Congrès en rappelant ces chiffres. 64 000 morts en 2016 à cause d'une overdose de drogue, 174 morts par jour, plus que la route ou les armes à feu. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Xavier, vous êtes allé dans le Kentucky, l'un des épicentres de la crise, où vous avez pu constater l'ampleur des dégâts. Oui, même le procureur général du Kentucky a son anecdote. Andy Beshear s'est lui-même retrouvé face à une overdose en pleine journée. La voiture devant lui n'avançait plus. Ce conducteur venait de faire une overdose au carfentanyl, une héroïne de synthèse. Je l'ai attrapé par un bras, un de mes officiers a pris l'autre, on l'a sorti de sa voiture. Et là, il est allongé dans la rue à 3h de l'après-midi en centre-ville.
Il devient bleu, puis violet. La prochaine couleur, c'est la mort. Mais nous avons réussi à le ranimer. Et pour ressusciter cet homme, les secours ont utilisé un produit miracle, le Narcan. Ça inverse l'effet de l'overdose. Désormais, dans le Kentucky, tout le monde en a. Secouristes, policiers, même les simples citoyens. C'est distribué gratuitement, tellement il y a d'overdose dans les lieux publics, les fast-foods, les églises et même les parkings des hôpitaux. Et on imagine, Xavier, que tout ça a des conséquences sur la société américaine. Oui, aujourd'hui dans le Kentucky, si une annonce d'emploi demande un test toxicologique, il n'y a pas assez de candidats. Des milliers d'enfants se retrouvent aussi sans parents, placés dans des familles d'accueil. Lisa Lacey, par exemple, en a recueilli 8, dont Andrea, 10 ans, qui en paraît le double quand elle raconte sa vie avec sa mère droguée et sa petite sœur qu'il fallait protéger. Quand elle pleurait pour un biberon, ma maman ne se levait pas pour s'en occuper. J'avais beaucoup de responsabilités. Je devais aussi aller sous le lit, chercher les seringues et les jeter pour que ma petite sœur ne se pique pas. Des récits terribles, Xavier. Pourquoi cette épidémie? Qu'est-ce qui fait que ça touche autant de monde? Cette épidémie est née dans les cabinets médicaux au début des années 2000. Les médecins se sont mis à prescrire des médicaments aux opiacés à la moindre douleur. Prenez l'exemple de Denis Hertel, un type sans histoire, marié, 3 enfants, un boulot et un hobby, le bodybuilding. Il se fait mal un jour, il va voir son médecin qui lui prescrit un antidouleur aux opiacés et c'est la descente aux enfers. Instantanément, en un mois, je suis devenu dépendant. Au début, c'était 30 pilules pour un mois, et puis 60, puis 120 pour un mois. À chaque fois que j'y allais, mon médecin me refaisait sans problème une ordonnance, et un jour il m'a dit « Les lois changent, je ne peux plus faire ça ». Alors Denis achète des pilules, puis de l'héroïne dans la rue. Il se ruine, perd sa maison, la garde de ses enfants. Mais avec ces prescriptions, les médecins, eux, et surtout les labos pharmaceutiques amassent des fortunes. 35 milliards de dollars de bénéfices rien que pour une seule marque de médicaments. Et tout ça en mentant sur les risques de dépendance. Alors le Kentucky, comme d'autres États, attaque désormais ces labos en justice. L'enquête de 8h signée Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En France, les tanguis de plus en plus nombreux, ces jeunes proches de la trentaine qui habitent encore chez leurs parents. D'après l'INSEE, le pourcentage des 18-29 ans toujours chez papa-maman est reparti à la hausse. 46%, presque 1 sur 2. En fait, beaucoup sont d'abord partis, puis revenus, faute d'arriver à trouver un emploi stable. Reportage Théo Manval. Elle est revenue pousser la porte de l'appartement familial en octobre dernier. À 28 ans, 10 ans après être partie faire Sciences Po à Grenoble, Marie-Lou galérait toujours pour trouver un emploi stable. J'ai fait tous les stades de la précarité des jeunes d'aujourd'hui. J'ai fait un service civique, un contrat aidé, 6 mois de chômage. Et ensuite, j'ai refait une formation à Paris, sachant que pour se loger, c'est un peu compliqué. J'ai demandé à mon cher père et on s'est adapté. Le papa, c'est Bruno, installé en région parisienne. Il aide avec le sourire. Marie-Lou a de la chance, l'appartement est grand, même s'il a fallu quelques ajustements. Ma compagne avait emménagé entre-temps avec ses enfants. La fille avait récupéré la chambre de Marie-Lou. Elle était obligée de partir partager la chambre avec son frère, mais ça se passe plutôt bien. Et ça permet à Marie-Lou de suivre plus sereinement sa formation en alternance. J'espère qu'à un moment ça payera, qu'en 2018 je trouverai du travail. Ça serait bien qu'effectivement... elle arrive à faire sa vie, quoi, c'est sûr. Quitte un jour peut-être à rendre l'appareil. Je t'hébergerai quand tu seras grabataire et moi pleine aux as. Gagne du pognon aussi. Gagne du pognon, mon au-delà. Aujourd'hui, comme Marie-Lou, un jeune adulte sur 10 a dû revenir chez ses parents, selon l'INSEE. Reportage de Théo Manval. Europe 1.